de conférence en langue et littérature française à l'université de Cergy-Pontoise. Et ses travaux portent en particulier sur l'écriture créative, pour laquelle elle porte un projet de recherche international, écriture créative en formation, enjeux épistémologiques et méthodologie de la recherche. Alors, elle enseigne au département de lettres où elle co-dirige justement le master de création littéraire, et ses principaux thèmes de recherche sont les écritures numériques, la didactique de l'écriture, l'épistémologie de la création littéraire et les littératures françaises et francophones des XXe et XXIe siècles. Voilà, Anne-Marie, c'est à toi. Merci beaucoup, Magali. Merci infiniment, merci aux organisateurs de ce colloque, merci vraiment tout spécialement à Nathalie Lasselle. Je vais vous inviter ce matin, pour commencer cette journée, par une plongée dans le littéraire. Alors, on va partir d'un choix simple qui se pose aux professeurs de littérature entre un cours dédié à la littérature numérique et un cours qui intégrerait le numérique comme un des paramètres de son enseignement. Magali vient de bien poser l'enjeu de cet axe à l'instant. Alors, le fait que la question se pose entre un cours de littérature numérique ou un cours de littérature tout court intégrant le numérique, évidemment, signe un degré intéressant de maturité critique dans le champ des humanités numériques. J'imagine que vous avez dû rencontrer cette question déjà dans vos pratiques. En tout cas, c'est mon cas énormément. Quand on monte des formations à l'université, on se pose vraiment la question de savoir quel est le format du cours. Et je l'ai rencontré aussi beaucoup déjà en observation dans les pratiques du secondaire français. Or, les réponses, quand elles sont trouvées peut-être un peu rapidement, le sont, on va dire, d'ordre pratique, la salle dédiée, le matériel à disposition, les compétences techniques du professeur concerné. À l'université, je dirais aussi la section CNU, dans un vocabulaire très français, du professeur concerné, c'est-à-dire son champ de spécialité. Et en fait, ces réponses un peu rapides esquivent un choix raisonné en termes de démarche didactique. Voilà, la réponse va plutôt de l'ordre pratique avant de réfléchir pour l'instant encore en termes de démarche didactique. Donc je vais essayer de vous inviter à le réfléchir sous cet angle-là. Alors davantage encore, je pense vraiment qu'une fracture est perceptible à l'université entre une approche du numérique comme champ disciplinaire spécifique engageant une méthodologie et un corps de savoir propre, et un enseignement académique du littéraire qui, on le sait, se méfie traditionnellement de l'inscription du contemporain comme objet d'étude. On connaît par exemple le combat de Dominique Viard en la matière. Alors je propose d'envisager cette question de départ. Cours de littérature avec le numérique ou cours de littérature numérique distingue peut-être d'un cours de littérature papier, en croisant trois approches: par les objets d'enseignement, par les usages en formation et par un recueil de représentations. Oui, j'ai composé un petit système qui permet de déambuler peut-être entre des méthodologies différentes, avec cette idée quand même d'une composition spécifique pour répondre justement à cet angle qui est forcément complexe, et avec l'ambition de mesurer certaines incidences sur l'épistémologie de la discipline littéraire. Alors il faut pour cela situer rapidement ce travail. Magali a commencé à le faire. Il constitue en fait ce travail l'un des axes du groupe de recherche international que je dirige, écriture créative en formation, enjeux épistémologiques et méthodologie de recherche, qui est articulé à un site qui est encore en construction et qui va s'appeler episté.fr et qui est soutenu par l'initiative d'excellence Paris-Seine. Autrement dit, le point d'observation qui est le mien se situe dans l'enseignement de la pratique littéraire et non spécifiquement dans le numérique, d'abord dans l'enseignement de cette pratique littéraire et même le déploiement de la recherche-création littéraire jusqu'au niveau doctoral. Alors c'est vraiment quelque chose encore de très innovant en France. Je sais que au Québec, vous êtes bien avancé sur ces questions-là. Alors on va commencer par les objets d'enseignement en se posant la question des œuvres numériques, mais aussi en se demandant, est-il possible d'insérer des œuvres numériques dans le cours classique de littérature sans modifier la nature de l'enseignement visé, et que faire à propos de ces œuvres pour retrouver les gestes professionnels qui sont habituels aux professeurs de lettres.
Alors, première réponse, je vais essayer d'avoir quelques réponses, mais vraiment très pratiques et très illustratives, on va dire. La première, c'est de faire identifier des filiations à l'intérieur du cours de littérature entre des réalisations numériques et des œuvres littéraires inscrites classiquement au programme d'études. Cette identification de filiation, on peut dire, elle est déjà facilitée grandement par l'inscription de la littérature numérique dans une histoire qui est déjà rapportée amplement par Philippe Boots, par Luc Dall'Armenina, évidemment Alexandra Samer et Serge Bouchardon ici présents. Voilà, l'histoire existe déjà, elle est rapportée et elle permet d'appréhender la littérature numérique comme une des avant-gardes littéraires, patente, on va dire, dans les années 80, et qui a ses racines dans la littérature combinatoire des années 60. La figure de proue, c'est évidemment Raymond Queneau, en particulier avec 100 000 milliards de poèmes, 1961, Un conte à votre façon, 1967, qui engage en fait une manière de penser l'œuvre littéraire qui prépare la génération automatique de textes. L'Alamo Oulipien, la blogosphère de Jean-Pierre Balpe, et toutes ces œuvres, en fait, qui, vous en avez vu un certain nombre déjà dans la journée d'hier, requièrent l'interaction d'un internaute. Alors, en fait, il n'est pas étonnant que ces œuvres des années 60, on va dire à embranchements multiples, à choix du lecteur, et également à participation du hasard, et finalement étaient souvent réédités sur support numérique et transposés dans des systèmes algorithmiques. C'est le cas en particulier de Composition numéro 1 de Marc Saporta. Je vous ai mis 2 captures d'écran de formats justement différents de cette même œuvre. On pourrait citer aussi Marel de Julio Cortázar. Il est même possible d'identifier non seulement une conjonction des gestes artistiques, quels que soient les supports, mais de manière certainement plus ambitieuse pour l'histoire des idées, de décrire, alors je vous le fais très rapidement, là, la proximité d'une pensée systémique de l'œuvre, liée, on va dire, à une époque de structuralisme triomphant. Il faudrait évidemment se référer à Vladimir Propp, mais on pourrait aussi parler des linguistes, Jacobson, Chomsky, avec une pensée du rôle de la machine dans l'art. Et on peut se référer au début de l'IRCAM et aller jusqu'au festival ELO, que vous connaissez certainement, Electronic Literature Organization. Alors, convenons-en, cette approche par l'histoire littéraire, en fait, n'a rien de déstabilisant pour le professeur de lettres. Simplement, on va dire, identifier le courant de la littérature combinatoire comme une archéologie de la littérature numérique, c'est donner certainement une importance inaccoutumée à un courant littéraire qui est jugé souvent ténu, voire anecdotique, en tout cas à l'échelle de la littérature enseignée. Vous savez ce que disait Barthes sur la nature de la littérature, ça n'est jamais que ce qui est enseigné, n'est-ce pas ? Alors qu'en est-il maintenant à l'échelle d'un cours qui serait focalisé sur le numérique ? On peut reconnaître une proximité entre le combat actuel des écrivains du web contre les formats imposés par les fameux GAFA ou GAFAM même, et la manière dont ces écrivains des années 60 se sont emparés des contraintes de la page, du volumen, pour en exacerber des potentialités narratives et poétiques. Les filiations sont donc opératoires. Et pourtant, là encore, je vais dire, l'objet de l'enseignement se décale. Cette fois, l'on passe, on va dire, d'une éducation raisonnée à l'infocom, pour faire ça de manière un peu grossière, qui considère, on va dire, les dangers du numérique et donc plaide pour son emploi mesuré. On peut se référer au pharmacone platonicien que Bernard Stiegler applique au numérique. Et passer de ce type d'éducation-là à une éducation qui, au contraire, met en exergue la démesure et l'ironie comme principe majeur des écrivains. Les 100 000 milliards de poèmes comme la disparition du général Proust de Balpe ou encore Un monde incertain qui est implémenté dans Facebook fonctionne, mais peut-être aussi la performance de Serge Bouchardon et Alexandra Samer que l'on a vu hier soir, fonctionne en fait sur l'excès, sur la radicalité d'un dispositif qui se révèle au lecteur,
au moment de l'expérience, ça qui est aussi particulier, on va dire, qui se révèle au moment de l'agonie du jeu, et non pas dans une distanciation critique préalable. Et les choses se décalent vraiment. Autrement dit, l'art comme expérience, je me réfère bien sûr à John Dewey, et la littérature comme un geste de rébellion fondamentale, qui demande donc à ne pas être laminé dans un enseignement à la littérature numérique ou avec la littérature numérique. Alors, ce panorama-là demande justement de ne pas s'en tenir à simplement une vision un peu rapide et panoramique d'un élément d'histoire littéraire, mais demande forcément de s'intéresser précisément aux œuvres elles-mêmes. C'est ce que nous allons faire en deuxième point, deuxième type de réponse possible, l'analyse d'une œuvre numérique, avec ce petit préambule, disons-le d'emblée. Beaucoup d'œuvres numériques actuelles mobilisent des langages pluriels, la fameuse multimodalité, en se passant du langage écrit, voire du verbal. Si bien que la valeur heuristique de la littérature numérique, je fais un clin d'œil à Serge Bouchardon, n'est pas sans difficulté une valeur heuristique de la littérature tout court. Certes, il y a toujours moyen de revenir à la considération des potentialités poétiques, des potentialités narratives, des langages de l'image et du son, mais un cours entièrement consacré à la littérature numérique tendra à valoriser une démarche artistique qu'on peut dire holistique, concernant en particulier des performeurs et des vidéastes, et peut-être en particulier ceux-là, Philippe Boisnard, Pipi Dunbar, etc., tandis que le cours qui cherche à rendre compte de la littérature numérique comme d'une littérature contemporaine sera plus sensible à une inscription du langage écrit, effectif, à l'écran. Alors voilà, on imagine que la sélection est faite. Qu'en est-il maintenant de l'analyse de l'œuvre? Alors je vous ai pris un exemple particulier d'une œuvre particulière qui est répertoriée dans la revue en ligne Bleu-Orange. Il s'agit de Heureusement de Jérôme Flechter, qui utilise justement le verbal au plus près, on peut dire, des références habituelles aux professeurs de lettres. Il s'agit d'une œuvre qui est composée à partir du premier chapitre de Bifur de Michel Leiris. Je ne vous ai mis que des captations d'écran. Désolé, je ne vous ai pas mis l'œuvre animée. Le texte est cette fois bilingue, anglais-français. Le dispositif, qu'il faut donc que vous imaginiez, par grattage à l'aide d'un curseur, permet au lecteur de sonder à sa convenance 70 couches possibles de texte, en faisant apparaître ou disparaître des fragments de souvenirs d'enfance autour de la fameuse anecdote rapportée par Leiris de la perte d'un soldat de plomb et de l'exclamation enfantine « heureusement » quand il le retrouve. Alors l'expérience de lecture active de l'œuvre de Flechter permet de mettre en valeur des traits, effectivement, de l'écriture autobiographique présente chez Leiris. On peut dire l'incertitude de la mémoire, rattrapée par la conscience des jeux de langage qui l'orientent, très important chez Leiris, la bifure, évidemment, qui cherche le sens, mais aussi met en péril le sens établi. À cela, Flechter ajoute des éléments de réécriture qui sont emblématiques, on va dire, d'un périmètre contemporain, sinon digital. La participation du lecteur à la désorientation de l'écriture du moi. Également la scénographie de la bifure, qui devient un vrai geste de peintre, apte à cacher le texte autant qu'à le découvrir. Alors on peut dire, pour autant, est-ce que les différences de modalités de saisie de l'œuvre permettent de dire qu'en lisant Flechter, nous faisons une expérience de lecture à la hauteur de celle que nous pouvons faire en lisant Leiris. La distraction engendrée par une opération de manipulation du texte et les jeux de la disparition-apparition des signes visuels fait penser que les œuvres numériques butent sur une aporie pour atteindre cette fameuse qualité de lecture profonde qui fait tout l'enjeu d'un enseignement littéraire. Cette aporie est liée à l'orientation de l'attention du lecteur. En l'occurrence, sa réflexivité critique est de l'ordre, on va dire, d'une phénoménologie de l'inscription des signes à la surface du texte, peut donc être déceptive, pour rendre compte effectivement de l'usage de la bifure chez Leiris, qui n'est justement pas qu'un signe de surface, mais une véritable mise en scène de la quête infiniment insatisfaite du moi et de cette quête faite par le langage.
Alors il disait, vous voyez sa citation pour présenter la règle du jeu, il disait « Aspirer à découvrir, fondu en un unique système, son art poétique et le code de son savoir-vivre, ne voyant guère dans l'usage littéraire de la parole qu'un moyen d'affûter la conscience pour être plus et mieux vivant. » Beau. Alors cet enjeu d'un affûtement de l'expérience vécue par l'usage littéraire de la parole concerne évidemment au plus haut point le cours de littérature, et surtout, je dirais, dans cette période où les professeurs de lettres sont assez omnibulés par cet usage de la parole modelé par l'habitude de surfer sur Internet et sans doute de réagir en action-réaction sur les réseaux sociaux. Donc la présence d'œuvres numériques dans la classe ne suffit pas. Il ne suffit pas de changer les corpus, il faut encore l'action évidemment de l'enseignant pour comprendre en quoi l'expérience propre à Flechter renvoie à des problématiques contemporaines qui concernent l'internaute d'aujourd'hui. Rapidement, l'échapper dans l'hypertexte du souvenir authentique d'une première lecture, c'est ce que fait Flechter avec l'Iris, la recherche de l'interaction d'un lecteur-acteur du texte, et puis aussi le bilinguisme et les strates du répertoire langagier qui constituent bien l'identité de l'internaute d'aujourd'hui de manière majoritaire. Donc il faut compléter cette approche par l'œuvre de situations pédagogiques qui prennent en charge de manière très consciente cette bascule, on va dire, de la société de l'écrit dans une société de l'écriture où le processus soit aussi intéressant à considérer que l'œuvre aboutie, voire plus intéressant. Donc je passe aux usages en formation avec, là encore, des exemples pour illustrer le propos. Et mon premier exemple est celui d'un atelier d'écriture numérique qui est intitulé « Non-fiction et écrit d'écran » et qui est animé par Joaquin Séné avec les étudiants de mon université dans un diplôme de formation continue qui s'appelle « Écriture créative et métier de la rédaction ». Le format est donc spécifiquement celui d'une séparation du numérique des autres cours destinés à l'écriture littéraire. Joaquin Séné leur a fait très concrètement expérimenter la liaison des fragments par hyperlien et les a fait participer à un de ces blogs collectifs, en l'occurrence les villes partagées. Vous en avez la capture d'écran avec l'onglet Cergy, les textes, vous ne le voyez pas très bien, mais vous pourrez aller voir avec le lien les textes des étudiants de Cergy. La proposition consistait à écrire un moment de déambulation dans la ville en caméra subjective, en s'attachant, et je cite des éléments de la consigne, en s'attachant au flux de sensations dans lequel on est pris en marchant dans une ville et aux interactions, événements, incidents qui peuvent émailler cette déambulation. Alors, les éléments que je viens de citer, qui sont des éléments de cette consigne initiale, figurent sur le site dont vous voyez le lien en bas de l'écran. Et en fait, ils le font par un renvoi à un autre site, et on ne s'étonnera pas, c'est celui de Pierre Ménard. La consigne y est alors enrichie d'extraits littéraires assez éclectiques, Virginia Woolf, Nathalie Sarraute, Faulkner, mais aussi Coltès, qui sont en fait, on voit bien, destinés à donner corps à ce flux de conscience qui est supposé par la référence à la caméra subjective. Et enfin, il y a également mobilisation de mots-clés qui sont choisis collectivement, qui font un espèce de lexique commun, pour débuter et terminer chaque fragment. Voilà, un vocabulaire urbain minimal, nous dit-on, et qui permet en fait la constitution des hyperliens. Autrement dit, l'expérience d'écriture qui est donnée aux étudiants a bien été celle d'un dispositif qu'on peut dire désormais classique au web littéraire. Vous l'avez certainement reconnu si vous fréquentez les propositions qui circulent sur le web littéraire en matière d'atelier d'écriture, et en particulier ce qu'on peut appeler l'école de François Bon. La déambulation urbaine devient d'ailleurs, à l'échelle de la consultation du site, une véritable déambulation entre web littérateurs, non seulement Pierre Ménard, mais Anne Savelli, Cécile Portier, Virginie Gauthier, etc. Et le dispositif, avec ses variations, c'est ça qui est également intéressant, se retrouve expérimenté avec des publics différents, d'âges différents, et dans des lieux différents, des contextes d'enseignement très différents. On peut y comprendre une solidarité de communauté du web qui n'est pas sans incidence. Numéro 1, sur la constitution d'un corps professionnel distinct que le professeur de littérature va éventuellement faire intervenir dans sa classe.
et également sur la formalisation d'une esthétique littéraire particulière, à laquelle participent quelques grands principes. Je vais essayer d'en brosser quelques éléments à grands traits. Premier principe, évidemment, cette solidarité de communauté, mais qui se veut une solidarité d'écrivains. Ce qui justifie le nuage de mots que vous avez sur la diapositive à droite. En marge de la page d'accueil, elle figure, et vous voyez qu'elle y met le Chateaubriand et Émile Zola aux côtés de Juliette Mézinck et Christine Janet. Deuxième principe, alors je vais me référer à une citation de Joachim Séné dans une de ses œuvres. Il dit « La ville est redondante, elle se répète de manière à ce que quelque chose se grave dans l'esprit. » Autrement dit, la reconduction du dispositif de déambulation urbaine répond à une logique qui est celle de la dérive situationniste, qui, on le sait, est tout sauf une flânerie romantique dans la ville. On parle de réappropriation de l'espace urbain comme un espace d'expérience artistique qui porte en germe une critique politique et sans doute celle d'un démantèlement des facteurs de conditionnement et de planification rationnelle ménagés, on va dire, par les urbanistes du web, dans une analogie très active entre le web et justement l'environnement urbain immédiat. Troisième grand principe, au dispositif de ville passagère correspond à un blog passager. Vous l'avez également sur le slide. Avec la prévision désormais, dans le dispositif d'écriture, de la non-pérennité des écrits, malgré leur circulation sur le web. Par rapport à l'ambition de faire œuvre en faisant œuvre numérique, donc très audible dans les années 80, c'est donc un autre rapport au temps qui est pris en compte dans ce geste artistique. Un geste donc qui va se mettre à accepter, on va dire, la labilité de l'œuvre et qui met en valeur l'échafaudage qui permet sa construction. Les étudiants sont d'ailleurs très sensibles à cette caractéristique. Alors, François Bon l'exprime dans le numéro 200 du Français aujourd'hui. L'expérience littéraire tend à s'affirmer sur le net comme la mise en valeur du carnet de recherche de l'écrivain, qui favorise le disparate et la profusion, mais a toujours été le cœur de l'activité littéraire. La pratique de l'auteur, voix, images, lecture à ses pairs, carnet de notes, dit-il, a toujours été composite. Il va même jusqu'à justifier l'abandon du livre qui fige le processus, en disant ceci, par exemple, dans ma propre pratique, depuis 2 ans, développer l'improvisation orale et la diffuser sur YouTube a remplacé le désir de livre. Alors, pourquoi pas, dit-il. Ce qu'il désigne comme enjeu vraiment décisif d'un enseignement de la pratique de l'écriture littéraire, tel qu'il le fait à l'école d'art de Cergy, c'est de, dit-il, densifier les usages et questionnements de poétique ou de narrativité à l'intérieur des usages numériques qui sont ceux de nos étudiants communs. Deuxième exemple, l'atelier des télémites. Donc, c'est un atelier que je mène moi-même auprès des étudiants du master de création littéraire de Cergy. Il s'agit d'un atelier à point de départ dans la littérature patrimoniale, à savoir la revisite de l'abbaye de Thélème, les derniers chapitres du Gargantua de Rabelais. Et l'atelier, je vous en dis 2 mots, il procède par étayage progressif des propositions individuelles et aussi par séance de lecture collective des textes en chantier, une adaptation très personnelle du creative writing. Il se termine par une performance sur scène à l'occasion d'un festival qui va avoir lieu cette année le 17 mai. Mais ce que je vais vous rapporter, c'est l'expérience de l'année dernière où ils étaient en binôme avec des étudiants de l'école Estienne et surtout, ils devaient réaliser la proposition sous format EPUB 3. Donc un format qui permet l'interactivité du lecteur et l'insertion des images et du son. Là encore, je n'ai mis que des captures d'écran. Il faudrait aller voir les formats vraiment animés. L'enjeu principal, vous avez compris, c'est de replacer le texte de Rabelais dans le circuit des références partagées, jusqu'à en faire même un point de discussion par rapport aux valeurs à défendre dans chaque projet littéraire personnel. Or, le fait de demander aux étudiants d'investir dès le départ un format numérique pour élaborer cette fameuse utopie a eu des conséquences que je dirais inattendues et très intéressantes sur le déploiement de leur univers d'auteur. Les étudiants se sont souvent emparés d'une imagerie contemporaine liée à la culture des écrans, culture de jeux vidéo, de réseaux sociaux, culture aussi d'écrans à fonction sociale et informationnelle qui font leur quotidien. 3 exemples. Héloïse, qui bâtit sa Thélème en une tour, dont les niveaux superposés par calque d'écran
permettent de recomposer un trajet historique très ambitieux du XVIe au XXVIe siècle, et dans lequel l'internaute se promène en ouvrant des portes. Deuxième exemple, celui d'Alexandre, lui, il envisage les différents bâtiments de sa télème reliés entre eux sur le mode d'un hub géant, avec le lecteur géolocalisé qui découvre en laissant lui aussi sa trace dans cette télème. Et Margot, elle, donne à sa narratrice un format géométrique abstrait que vous voyez en marge de l'écran, qui est secondé par une voix off tout à fait hypnotique. C'est la voix d'un audioguide non fiable et qui en fait nous entraîne dans le piège de son parcours muséal. Autrement dit, vous avez vu que même si les étudiants ont souvent été limités dans le déploiement de leurs projets par la maîtrise technique nécessaire, il y a une vraie culture des écrans qui a été mobilisée dans ces projets littéraires personnels, et on s'aperçoit combien les formats que l'on pense, à juste titre, comme l'imposition d'un régime de pensée aux mains de quelques industries du web, se retrouvent tout d'un coup investis d'un potentiel de créativité tout à fait prometteur et qui, justement, en détourne l'orientation commerciale. Alors, qu'en est-il du genre de l'utopie éducative ? On peut dire qu'elle était nettement en perdition depuis au moins la mort des grandes idéologies. Elle se retrouve réactivée ici, et pas seulement sous format dystopique. Alors certes, elle n'est pas forcément dotée de valeurs très positives. On parle beaucoup d'apparences trompeuses, de complots à déjouer, d'évolution mortifère des organisations collectives, mais on met en valeur une réflexion contemporaine sur l'effet de groupe dans la constitution des valeurs à transmettre. Alors il faudrait parler d'autres exemples, mais je vais aller très très vite puisque Magali me fait signe, et je voudrais aller jusqu'au recueil de représentations. J'ai voulu voir si on pouvait se demander si les esprits étaient vraiment prêts en fait, à épouser le numérique comme un des paramètres de l'enseignement de la littérature, et aussi voir un peu, sonder ce qu'il était de représentation du statut d'auteur et du travail de création littéraire. Donc j'ai bâti 2 enquêtes pour ce faire. Elles sont sur Typeform. Vous avez le lien en bas. Vous pouvez encore les renseigner si vous voulez vous reconnaître dans une des 2 enquêtes. Donc il y a un questionnaire qui est destiné aux auteurs confirmés, aux apprentis auteurs engagés dans des cursus de formation en création littéraire, et un autre questionnaire, l'auteur en ligne, qui, lui, est destiné aux enseignants et spécifiquement aux professeurs de français utilisant le numérique dans leur cadre professionnel. C'est très ciblé. Alors je vais sans doute me passer du commentaire sur les gens qui ont répondu, mais on va tout de suite arriver à ces recoupements stratégiques entre les 2 questionnaires qui permettent de faire un premier état de lieu des représentations. Alors, tout d'abord, on pouvait s'attendre à ce que les enseignants de lettres résistent, plus qu'aucun, à la désignation de l'internaute qui publie ses textes en ligne comme d'un auteur. Et les réponses recueillies sont très étonnantes, puisque ces enseignants, qui ont donc un usage professionnel d'Internet en classe, révèlent que majoritairement, 85%, ils pensent qu'une personne qui publie uniquement en ligne est un auteur ou une autrice. Et quand on leur demande si un auteur contemporain peut se passer aujourd'hui d'Internet, ils sont 62% à répondre non. Autrement dit, nous sommes en droit de penser acquise chez les enseignants de lettres les plus familiers aux usages du numérique, l'intégration dans leur représentation du littéraire de ce qu'Alexandre Geffen appelle une noctorialité mise en partage et également une textualité échancrée. Alors la déclaration est confirmée lorsqu'on demande aux enseignants si Internet leur semble un bon moyen de diffusion des écrits de création, 89%. Les écrivains sont d'accord avec cette option, mais seulement à 66%. Et quand on leur demande « mais postez-vous vos écrits créatifs sur Internet ?», ils sont 47% à répondre « jamais ou rarement » tout de même. Et il y en a 28% qui disent même de manière très explicite « j'en ai peur » ou « je me l'interdis ». Donc il fallait aller un petit peu plus loin pour sonder la valeur accordée à ce geste de diffusion des écrits sur le net, avec la question est-ce d'après vous équivalent à une édition papier ? Là, le consensus se rétablit entre les 2 questionnaires, mais c'est au détriment du net. Les écrivains comme les enseignants pensent que ce n'est pas équivalent à une édition papier. Alors chez les répondants écrivains,
45% ont pourtant déjà publié ou envisagé de publier un texte uniquement en version numérique, mais ils ne sont que 17% à ne pas souhaiter d'édition papier. Alors, j'ai aussi tout un recueil de commentaires qui montrent que les raisons sont très différentes, à mettre souvent en avant un danger potentiel, par-delà les avantages de la large diffusion. Et pourtant, tous ces répondants, de manière unanime, disent utiliser Internet constamment ou plusieurs fois par jour et a déclaré, pour 74% d'entre eux, être sur les réseaux sociaux et les plateformes d'écriture. Alors, je vais dire 2 mots de leurs habitudes d'écriture sur écran. Lorsqu'on interroge vraiment leurs habitudes, les répondants écrivains sont bien 93% à privilégier l'écriture sur écran et 69% à rédiger tout de même, à la main, des écrits intermédiaires que l'on détaille dans les commentaires, souvent sous le format de notes jetées, mais aussi du journal de bord et de la carte mentale, mais très peu sous des formats de planification d'intrigue ou de fiches de personnages. On note plutôt des usages du carnet manuscrit lié à la récolte, bribes, mots volants, tout ce qui est du domaine de l'informe, dit-on, y compris en déambulation, fragments écrits hors du bureau, mais aussi, chez une écrivaine vraiment patentée, un retravail d'un passage qui résiste par le carnet manuscrit. Alors, pour les écrits d'écran, quand on leur demande « Pensez-vous que l'usage d'Internet transforme les pratiques des écrivains ?», ils sont unanimes à répondre oui, mais plutôt pour les à côté du texte, la communication, la documentation, le contact avec d'autres auteurs, et beaucoup moins pour le travail littéraire lui-même. Par contre, quand je regarde vraiment les rituels d'écriture, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des usages qui sont liés vraiment au travail de création par l'écran, par rapport à l'usage des ressources en ligne, qui est massif pour la documentation des projets littéraires, et de manière en fait complémentaire à d'autres modes de rassemblement de ressources. Il déclare aussi des usages spécifiques sur la mise en forme, non seulement la police d'écriture, le code couleur, mais des choses très, très sophistiquées, zoom, dézoom, graphiques et des comptes de mots qu'ils utilisent vraiment dans leur projet de création, et également du côté de l'organisation globale de l'écrit. Je décortique le texte ou j'écris par agrégation, contrairement à « je ne regarde pas le clavier, je laisse filer en regardant ce qui m'entoure ». Mais de manière majoritaire, on peut dire qu'il y a une fusion des opérations d'écriture et de remaniement, des gestions de reprise par effacement progressif et aussi une volonté d'utiliser des programmes différents. On va passer du côté de l'enquête des enseignants. Alors, ils pensent également unanimement que l'usage d'Internet transforme les pratiques des écrivains. Ils déclarent également que la place du littéraire sur le net n'est pas négligeable, puisque la moitié des enseignants interrogés pensent qu'un élève qui fréquente assidûment Internet peut y rencontrer occasionnellement des écrits littéraires. Les commentaires ont montré que cette définition des écrits littéraires était en fait très hétérogène. Lorsqu'on leur demande s'il leur arrive, un peu frontalement, d'utiliser ou de faire référence à la littérature numérique pour leurs cours, 49,3% répondent oui, mais il y a quand même 16% qui répondent « je ne sais pas ce que c'est ». Et les commentaires libres à la fin du questionnaire s'en font l'écho. Je connais mal la littérature numérique, elle me semble difficile d'accès. Il manque encore des médiateurs de la littérature numérique ou je ne l'ai rencontré qu'en formation. Enfin, et c'est sans doute la réponse la plus emblématique pour un état des lieux des enseignants de français acculturés au numérique, 16% déclarent ne pas savoir si leurs élèves utilisent parfois des plateformes d'écriture ou d'auto-édition. Ils ne le savent pas. Et pourtant, 70% jugent que cette information est importante pour leur enseignement. Là, il y a un vrai progrès. Le croisement donc, de ces 3 types de données permet de dresser un état des lieux des pratiques et des représentations qui couplent numérique et littéraire comme des entités qui avancent de pair, en fait, ce qui a une incidence plus importante qu'il n'y paraît à première vue sur la manière dont travaillent les auteurs, dont se déploient les imaginaires des étudiants et même dont se dessinent les enjeux de l'histoire littéraire et de l'analyse d'œuvres.
Alors, les résultats de cette étude plaident donc, vous l'avez compris, pour ne pas considérer que le numérique littéraire soit à placer dans un champ séparé des études littéraires classiques, mais au contraire pour identifier la part active que joue le numérique dans l'évolution de la littérature contemporaine, quel que soit d'ailleurs le degré de résistance ou de prudence des auteurs pour un milieu qui ne leur fait pas, on va dire, spontanément une place de choix, ou en tout cas la place de choix qu'ils ont dans l'édition papier. Alors c'est ce que mon groupe de recherche s'attache entre autres à analyser. Pour en dire 2 mots rapides vraiment pour conclure, j'évoquerai en particulier l'atelier de théorie générative qui soutient la description vraiment au plus près des contextes tel que je viens de le faire par un travail de description. L'atelier de théorie le fait par un travail de théorisation générale. C'est un atelier collectif et qui part de ce principe que les notions qui sont convoquées classiquement dans les études de lettres, et en particulier celles des théories de la réception, se trouvent décalées, investies différemment ou transformées par la perspective générative, c'est-à-dire le regard porté sur l'œuvre littéraire quand il s'agit de créer à son tour. Et cette perspective dépasse, vous le voyez bien, la question des supports. Elle est évidemment initiée par la conception d'un numérique comme milieu. Alors on pourrait dire espace architecturé à habiter, ça c'est la notion de Vitali Rosati, mais on va prendre plutôt la notion de milieu si on est un petit peu plus confiant dans le libre arbitre individuel, un milieu favorable à la production personnelle, un milieu auquel participent les formations, et les formations universitaires en création littéraire en particulier. Et c'est d'ailleurs ce qui légitime que la problématique de la création soit choisie pour de prochaines rencontres autour de l'enseignement de la littérature avec le numérique. Mais ceci est une autre histoire et je crois que nous allons vous en parler prochainement. Merci beaucoup.